Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. C'était il y a 25 ans la victoire de l'équipe de France de foot lors de la Coupe du Monde 98, le 12 juillet. Pour en parler avec nous, David Garnier, son livre D'un football à l'autre, Jean-Philippe Bouchard, éditeur chez Solar Sport, et Franck Tapierot, cofondateur et président du moyen citoyen Acte France. Bonjour à tous. Bonjour. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Bonjour à tous. Allez, on va faire un tour de table. Quand vous entendez ça, ça vous donne encore des frissons, Jean-Philippe Bouchard? Bah ouais, parce que moi j'étais dans le stade à ce moment-là, donc on n'avait pas le commentaire à l'époque de la télé, Roland, ouais. Et on a vu ça se dessiner. C'était un souvenir. De toute façon, toute cette Coupe du Monde, elle était un peu comme dans un rêve. Il y a eu ça a été un temps suspendu pendant un mois là, C'était grandiose. Donc vous étiez au stade et vous n'aviez pas entendu Thierry Roland. David Garnier, où est-ce que vous étiez le 12 juillet 98 et quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous fait? J'étais à la maison, comme beaucoup de Français, entouré d'amis, de famille. Et vous parliez tout à l'heure de Roger Coudert. Franchement, devant la télé, sans Thierry Roland, ça aurait pas été la même. Ça aurait vraiment pas été pareil. Il y a beaucoup d'événements sportifs comme ça qui sont liés très très intimement avec un commentaire. On se souvient de certains commentaires de Thierry Gilardi, de Thierry Roland, de Roger Coudert. Dans tous les sports, il y a ça. Et non, là, oui, c'était un moment, c'était un moment assez incroyable. Et c'est vrai, je sais même pas si on a entendu Thierry Roland tellement on devait gueuler comme des malades devant notre télé, quoi. Et vous, Franck Tapierot, que faisiez-vous? C'est comme un interrogatoire dans un commissariat le soir du 12 juillet 98. Alors moi, j'ai eu la chance de suivre tous les matchs de l'équipe de France au stade. Donc j'étais évidemment dans le stade. Donc même si on n'a pas entendu cette phrase, j'ai ressenti exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Français. C'est pour ça que cette phrase de Thierry Roland était extraordinaire. C'est qu'il n'y a pas un Français qui n'a pas ou prononcé ou ressenti exactement cela en disant on peut mourir tranquille. Alors malheureusement pour Thierry, il est mort quelques temps après, hein, mais au moins il aura vu ça, cette équipe de France championne du monde. Et c'est vrai que ce jour-là, on s'est dit ça s'est fait. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que quand même c'était l'aboutissement de désillusions inouïes depuis la Coupe du Monde déjà en 78 où on perd des conditions un peu étranges, vous vous en souvenez. Oui. Ensuite en 82 la fameuse main de Marius Trésor. Oui. Voilà. Après il y a eu le France-Allemagne de Séville qui a traumatisé non pas le foot mais le sport français pendant plus de 20 ans. Ça a été vraiment un truc de dingue. On a eu heureusement l'Euro 84 qui est venu un peu gommer tout ça. Et depuis l'Euro 84 on a eu quelques années un peu face, et après il y a eu 2 horreurs, 94 et 96. Donc en fait, on en avait marre de non, 90 et 94, 96, on se qualifie pour l'Euro. 94, en fait, c'est novembre 93 au Parc des Princes. Il y a le France Bulgarie. 2 matchs. Quand on perd, non, faut pas oublier France-Israël. Oui. On avait 1 point à marquer sur 2 matchs de suite. Exactement. J'y suis allé aux 2, je peux vous dire l'horreur. France-Israël et après France-Bulgarie. Et ce qu'il y a d'extraordinairement horrible, c'est que je me rappelle moi des pubs. Je suis publicitaire et les pubs à la mi-temps, c'était une chanson de Jodassin qui disait l'Amérique, l'Amérique. Tout le stade chantait ça. Et je l'aurais. Et en fait, c'était pour acheter les packs. Donc, on était déjà qualifiés. Et ça, c'est une vraie leçon. Ça montre que même un point sur 2 matchs à jouer au stade. Et donc, c'est vrai que 98, c'était de montrer qu'on était une grande nation du foot et que maintenant, il fallait compter sur la France. C'est ça qui m'a intéressé. Je voudrais revenir là-dessus parce que 5 ans avant, 17 novembre 93, on en parlait, le terrible doublé de Kostadinov à la dernière minute. La France se fait éliminer. Il nous suffisait d'1 point contre Israël, qu'on avait battu 4-0 en Israël, où on aurait dû quand même garantir, assurer la qualif. On perd. Houllier est viré. Son adjoint est nommé. Il s'appelle Aimé Jacquet. Est-ce que quelque part, le titre de champion du monde aurait pu avoir lieu sans le drame de France-Bulgarie? Jean-Philippe Bouchard. Alors sans doute pas, parce qu'il y a quand même un point important, c'est que Blanc et Deschamps, ils sont sur le terrain. Oui. Contre la Bulgarie. C'est les 2 patrons de l'équipe de France pour les 10 années qui vont suivre. C'est vraiment l'équipe de France, elle s'appuie sur eux.
Et puis il faut se souvenir, moi je me souviens, le premier match Aimé Jacquet, c'était à Naples, début 94. Personne n'en voulait du poste. Et pourtant, on va gagner en Italie avec on va gagner 1-0 là-bas, coup franc de Djorkaeff, mais personne ne voulait du poste. Aimé Jacquet, il est là parce que c'est celui qui ramassait les plots avec Gérard Rouillet. Et finalement, en s'appuyant sur ce drame en fait qui éteint les égos. Oui. Et il va se charger de les éteindre encore plus en mettant de côté Ginola et Cantona. Et ça permet de créer une équipe. Voilà, ça permet de créer un collectif qui va après marcher sur l'Europe et le monde 98-2000. Oui, absolument. En fait, Aimé Jacquet, lui, il éteint déjà le feu de vestiaire Paris-Marseille qui avait vraiment pourri la vie du groupe France au début des années 90 et jusqu'à ce fameux drame de 93, où moi, en tant que supporter parisien, j'ai particulièrement souffert des attaques que j'avais trouvées vraiment déplacées de Houillet sur Ginola. C'est bon, il perd la balle au point de corner, il y en a 10 derrière qui peuvent l'arrêter. Bref, ce que Jacquet fait, il fait tout ce travail effectivement, il fait le sale boulot, il fait le nettoyeur. Derrière, c'est pas non plus le rêve de toute la France. Aimé Jacquet, avant la Coupe du Monde, personne n'y croit beaucoup. En plus, on a eu vraiment juste avant la Coupe du Monde, il faut se souvenir justement cette Coupe du Monde 98. Il y a 10 joueurs qui sont sortis du groupe 96 qui n'intègrent pas le groupe 98. Oui. On fait un tournoi à Sanne 2 au Maroc de préparation parce qu'on n'a pas de qualif, on n'a rien, donc il faut qu'on fasse qui est pas non plus incroyable. Il y a des histoires bizarres aussi. Il y a ces histoires de soupçons de dopage avec tous les Italiens, les footballeurs français qui jouent en Italie. Il y avait eu des histoires. On a oublié qu'il y a eu une préparation du mondial 98 de France en 97 qui est pas brillant. Ouais, non mais rien n'est incroyable. On a même vu pendant le tournoi à Sanne 2 un Zidane qui est très nerveux, qui se prend des cartons, qui presque annonce ce qui va se passer après lors du premier match contre l'Arabie Saoudite. Non, le deuxième match. Deuxième match par l'Arabie Saoudite. Bref, c'est pas, on part pas la fleur au fusil en disant on va taper tout le monde. Loin de là. Alors moi je me souviens bien de cette période parce que à l'époque j'étais à France Football. Et c'est compliqué la presse à l'époque, mais nous on était à France Football, on était quand même très proche des joueurs et on y croyait quand même. Globalement, on était sur une ligne où plutôt, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. De toute façon, donc allons-y avec confiance. Et on était proche des joueurs, on parlait beaucoup aux joueurs. Et il nous disait ouais c'est vrai, on joue pas bien, c'est vrai, on fait des matchs nuls. C'est vrai, Lizarazu me disait quand on va à Clairefontaine, il n'y avait pas de calendrier international à l'époque. Il disait quand on va à Clairefontaine, on fait des 2-2. 3 jours de rassemblement sans match, 3 jours. Alors le Bayern le laissait partir, il allait à Clairefontaine, il faisait des 2-2. Il dit je vois pas l'intérêt, mais il y a aucun joueur à l'époque qui nous a dit Jacquet n'est pas l'homme de la situation, on va dans le mur. Aucun. Ils étaient tous quand même aligné sur une mission qui était de gagner la Coupe du Monde. Franck Tapiro, Jacquet, il faisait pas l'unanimité, loin de là, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous y croyez, vous, en Jacquet, comme les joueurs de l'équipe de France, où personne ne le critiquait ? Alors moi, comme c'est devenu un ami et que c'est devenu un ami parce que je dis la vérité, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que, et on n'est pas nombreux, malheureusement, dans mon cas, moi je suis pas faux cul. Oui, j'étais comme 95% des Français à critiquer Jacquet. Alors moi je le faisais uniquement sur le côté jeu, alors que certains le faisaient sur le côté humain. Et sur le côté personnel. Et vous savez très bien que c'était la mode en France de critiquer Jacquet. On ne critiquait pas les Bleus, je suis assez d'accord, mais il y a vraiment un schisme entre critiquer l'équipe de France et critiquer l'entraîneur de l'équipe de France. Personne en France ne croyait à Aimé Jacquet. Je veux dire, personne. Et que ce soit dans les médias, que ce soit dans les conversations, on avait besoin, c'est bon, on a toujours besoin d'un grand sauveur, on a besoin d'un énorme paratonnerre ou un punching ball. Victime expiatoire. Bien sûr, c'était le punching ball. Et je veux dire, non seulement il y a eu ça, il ne faut pas l'oublier, mais la France ne croyait, le peuple français n'était pas du tout derrière son équipe au moment de la Coupe du Monde, même pendant la compétition. Il faut juste se souvenir ce qui s'est passé, où il y avait même des sifflets. J'ai fait tous les matchs. Et il y avait des joueurs français qui se faisaient France-Croatie, ça siffle. Des joueurs français qui se faisaient siffler. Donc, France-Croatie, c'est tard, c'est et pas des mois, bien entendu. Donc attention, il ne faut pas oublier que le peuple français n'est pas du tout derrière son équipe. On a commencé à y croire vraiment après la finale, au moment de la finale. C'est typique, on est champion du monde d'un seul sport en France. Toute catégorie, c'est on vole au secours de la victoire. Je peux vous dire que les Français
si on les avait interrogés jusqu'en demi-finale, personne ne croyait qu'on allait champion du monde. Absolument personne. David Garnier veut dire un mot, mais rapide, parce que je vous posais une question pour une réponse courte à tous les trois. Rapidement, évidemment, Jacquet a été critiqué pour l'homme qu'il était, et ce qui était particulièrement désastreux, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 3 semaines, le football en France est passé d'un sport de gros beauf à un sport super hype. Vraiment, la situation et l'image du football entre avant et après, et il se trouve qu'Aimé Jacquet, c'était le type du terroir, de la campagne, etc. Tout ce qui était quelque part méprisé dans le foot et pourtant valorisé dans le rugby. C'est vrai que les ministres hommes et femmes qui tournaient leurs écharpes dans le Stade de France, je voulais vous poser une question pour une réponse très courte à chacun. Jacquet, il qualifie la France pour l'Euro 96. On perd en demi-finale au tir au but contre une excellente équipe de Tchéquie qui perdra au but en or contre l'Allemagne en finale. L'Euro 96, très court, c'est un succès ou un échec, Jean-Philippe Bouchard? Je pense que c'est pas un succès au niveau du jeu parce que c'était pas sympa à voir. Non, c'est clair. Par contre, c'est là que l'équipe s'est créée. Parce que justement, il s'est privé de Cantona et Ginola pendant l'Euro. C'était en Angleterre. Absolument. Rien à ajouter. Même chose. Et votre avis? Alors ça, au moins, c'est simple. Tout le monde est d'accord. On m'a demandé de faire vite. Je suis d'accord. Je vais pas gueuler. Hein. On sera pas d'accord après, mais là, on est. Franck Tapiro, 96, un échec ou un succès l'Euro en Angleterre? Mais évidemment un échec pour une seule et bonne raison. Pour moi, qui tient une décision, et pourtant j'en ai parlé avec Aimé et avec Eric Cantona, vous savez, puisque j'ai fait toutes les campagnes d'Eric Cantona, que ce soit pour donc on se voyait tout le temps. J'étais tout le temps au milieu entre Eric et Aimé Jacquet. Et je peux vous dire, j'ai toujours dit à Aimé Jacquet qu'il avait pour moi, je le dis, hein, alors c'était un choix. Et pour moi, une erreur, c'est de ne pas avoir pris Cantona, parce que quand on perd, c'est à Manchester. Et je pense que le stade de Manchester, jouer là-bas, dans les vestiaires en plus de Manchester, sans Eric, pour moi, c'est une erreur absolue, parce que je suis convaincu qu'avec Eric, même s'il avait mal joué, on ne pouvait pas gagner, pas perdre cette demi-finale. Et je suis absolument convaincu qu'avec Cantona, on aurait gagné le tournoi. Mais je suis un ultra supporter évidemment d'Eric Cantona et un fan d'Aimé Jacquet, donc je suis ami avec Aimé. J'ai toujours dit ce que je pense. Je vais vous redonner le moral. La 3e victoire dans l'Euro, ce sera en 2024. Berkoff dans tous ses états, on revient 25 ans en arrière sur la victoire de 98. Vous avez des trémolos dans la voix en écoutant nos invités, ou pour vous finalement, 2018 c'était beaucoup mieux parce que c'était pas à domicile. Venez nous le dire, on vous attend au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et on parle d'un magnifique souvenir. Il y a 25 ans aujourd'hui, et 1, et 2, et 3-0. La France remportait sa première Coupe du Monde à domicile. Nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Bouchard, directeur des éditions Solar Sport, qui couvrait la Coupe du Monde 98. Il a fait tous les matchs de l'équipe de France à l'époque, tout comme Franck Tapiro, mais lui dans les tribunes, publicitaire et fan de football. Ça s'entend, il a qu'à ouvrir la bouche et on le sent. Et David Garnier, auteur du livre D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous, publié aux éditions de Londres, et dans lequel évidemment il y a 1998 et puis 2000, parce que on en parlera à la fin de l'émission, mais on a été la première équipe à faire le doublé depuis la RFA de Beckenbauer en 72 et 74. On va faire le point de l'état des forces en 98. Il y a une équipe qui fait très peur, c'est le Brésil de Ronaldo, qu'on appelle o Fenômeno, mais qui est tenante du titre, mais qui a un gros coup dur. Romario, qui faisait avec Bebeto une paire d'attaquants fabuleuse en 94, se blesse, Jean-Philippe Bouchard. C'était un gros coup dur pour le Brésil, la perte de Romario avant la Coupe du Monde. Parce que ça désorganise complètement l'équipe et ça fait reposer en fait tout le poids du résultat et du jeu sur Ronaldo, qui lui-même, en plus, pour la finale, va avoir un coup de mou, son fameux malaise vagal juste avant. Où il finit en clinique au Lila. Voilà, et qui sera l'ombre de lui-même. Et donc ça change quand même beaucoup la donne sur la finale. Vous êtes d'accord, ça a été un gros coup dur pour le Brésil? Ça a été un énorme coup dur, et c'est vrai que Ronaldo, faut pas oublier, je crois qu'il a que 21 ans en 98. C'est un très jeune joueur. Il a presque 22 ans. Ouais, c'est ça, il a 21 ans. C'est-à-dire que nous, nos petits jeunes, ils pèsent pas autant encore sur l'équipe de France. Ils sont Henri Trezeguet, sont encore des petits marmots. Et lui, c'est effectivement le danger numéro 1. Et c'est horrible, mais c'est vrai qu'on parlera de la finale après. Quand on apprend qu'il a des petits soucis de santé, on est pas malheureux. Même approche, Franck Tapiro, vous avez fait sauter un bouchon de champagne? Mais surtout quand on voit en plus malheureusement qu'il commence avec un arrêt où il se prend Fabien Barthez qui l'écrase complètement sur une sortie. Moi j'ai cru qu'il allait sortir sur une civière parce que donc, c'est le cumul des mandales pour lui. Ah non, il n'est pas du Schumacher, il n'est pas pour le casser. C'est une blague. C'était non, il prend la balle, mais bon Fabien voilà. Et quand il sort, quoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il lui a montré tout de suite qu'il ne fallait pas revenir. Et ça, je pense, il a compris. Hein. Il y a une autre très grosse équipe au début de la Coupe du Monde qui fait peur. Je vais vous faire une confidence. J'ai été très content que les Brésiliens les sortent en demi-finale,
parce qu'on aurait eu, à mon avis, beaucoup plus de mal à les battre. Les Pays-Bas de Van der Sar, les frères De Boer, Davids, Bergkamp, Overmars, équipe fabuleuse, Jean-Philippe. En plus, moi je les suivais, ils étaient installés à Cannes, il me semble, à l'époque, ils avaient leur hôtel là-bas, et je les suivais tout le temps en entraînement, effectivement, ils étaient très impressionnants. Après, le problème, c'est qu'il y avait plein de problèmes dans l'équipe entre eux. Ils avaient beaucoup de dissensions, ils étaient jamais d'accord, il y avait beaucoup d'ego à gérer, et je pense que c'est ce qui leur a posé le problème, et je pense que c'est la différence vraiment entre ces grosses équipes de l'époque, parce qu'on a une équipe qu'on a complètement oubliée, mais qui faisait peur aussi, et qui s'est trouée complètement sur le tournoi, c'est l'Allemagne. Oui, qui perd contre les Croates, 3-0, en jouant rapidement, au bout de 30 minutes, ils sont à 10 contre 11, parce que Wern se fait expulser. Et l'Allemagne, c'était pareil, c'était une équipe où ils s'entendaient pas, enfin les confs de presse, c'était lunaire, les confs de presse de l'Allemagne, là, c'était à Nice, dans un gymnase hallucinant, et il n'y avait pas deux joueurs qui se parlaient entre eux, enfin c'était vraiment un truc particulier. C'était déjà le cas en 74 quand ils gagnent entre les joueurs du Bayern et Mönchengladbach. Il y avait un peu plus de niveau quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est tellement serré. Franchement, il y a pas cette Coupe du Monde, il n'y a pas une équipe tellement au-dessus. La France, elle pioche quand même pendant longtemps. L'Italie est très forte. Enfin bon, mais il n'y a pas une équipe qui est vraiment au-dessus du lot. Et ça s'est joué souvent à des collisions d'équipes, à des petites choses. Et il y a un outsider où vous voulez réagir sur les Pays-Bas. De toute façon, les Pays-Bas, c'est à chaque fois qu'il y a une compétition internationale dans le groupe, il y a toujours des histoires. Et en plus, en 98, nous, notre problème, quand il y a la demi-finale Pays-Bas-Brésil, c'est qu'il n'est pas question une seule seconde que la finale de la Coupe du Monde 98 avec la France en France ne soit pas contre le Brésil. Donc il y a un moment, il y a un truc qui sort du cadre de la raison, et il n'est pas question que ce soit une finale France-Pays-Bas. Franck Tapiro, vous aviez comme moi plus peur des Pays-Bas que du Brésil pour la finale? Une équipe suicidaire. Dans l'histoire du foot, à chaque fois que je les ai vus, ils étaient considérés comme favoris. Et moi, j'ai vu un match cette année-là qui était phénoménal. C'est contre l'Argentine, je crois, à Marseille. Je vais été le voir. Ils ont été phénoménaux. Un but sensationnel de Bergkamp à la dernière minute. Bergkamp qui prend une balle piquée, qui fait un lob en pivotant et qui met un but unique dans les annales du foot. Et vraiment, ils jouaient de façon exceptionnelle. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils sont suicidaires parce qu'en fait, ils sont leur pire ennemi. Ils perdent contre eux-mêmes à chaque fois. Donc en fait, il faudrait arriver à pas mieux pour nous. Je peux vous dire que contre la Hollande avait réussi à fédérer ce groupe-là, mais on a l'impression que c'est constitutif à leur ADN. Bergkamp qui prenait pas l'avion à l'époque, il faut rappeler. Oui, le non-flying Dutchman, on l'appelait. Oui, exactement, c'est drôle. C'est très drôle. Et il y avait un outsider qui a failli nous sortir en demi-finale, que certains avaient vu, la Croatie, avec Šuker qui va finir meilleur buteur, Prosinecki, Savicevic, Boban, une équipe fabuleuse. Boksic. Bah oui, parce qu'en plus, à l'époque, elle n'a pas du tout d'histoire. Non, c'est vrai, parce que la Yougoslavie vient d'imploser. Alors, elle avait des super joueurs, elle a toujours des super joueurs. C'est vraiment un creuset du foot européen, ça c'est indéniable. Et il y a un savoir-faire en Croatie qui reste et qui perdure, parce que c'est un tout petit pays. Donc là-dessus, effectivement, il y avait un talent énorme. Mais ce qui était très très étonnant, c'était que c'était la première sortie internationale quasiment de cette équipe. Et qui perd et qui finit 3e quand même. Et qui manque d'éliminer la France. Oui, si Thuram sort pas ses buts de l'espace, franchement, ils sont meilleurs sur le match. Enfin, en tout cas, sur la première mi-temps, c'est évident. On a beaucoup souffert, oui. Les Croates, du 8 juillet. Oui, c'est sûr. Les Croates, ils ont une équipe qui est très forte, puisque déjà, ils ont des très beaux joueurs. Tous les joueurs issus de l'ex-Yougoslavie, ça a toujours été des très beaux joueurs. Ils ont la moitié de l'équipe, c'est-à-dire les titulaires qui jouent dans les meilleurs clubs européens. L'autre partie qui sont des types d'Hajduk Split et du Dynamo Zagreb. Donc, il y a vraiment un mélange comme ça. En demi, franchement, je pense qu'on doit perdre s'il n'y a pas la grâce de Sainte-Thérèse de Lisieux qui se pose sur Thuram, qui se passe un truc, surtout avec les histoires. Djorkaeff qui dit premier but, si je vois que c'est lui à droite, je lui donne pas parce qu'il est incapable de marquer un but. Finalement, il lui met... Ce qui se passe avec Thuram ce jour-là, un peu ce qui s'était passé, on a retrouvé ça un peu avec Sacco, je crois que c'était contre l'Ukraine. Oui, qui met 2 buts. Donc là, il s'est passé un truc ce jour-là, il pouvait plus rien nous arriver là, c'est bon. Vous êtes d'accord, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux qui était dans les pieds de Thuram ce soir-là, Franck Tapiro. Vous savez que Lilian encore aujourd'hui ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. C'est pas une blague, hein. J'en ai parlé plein de fois. Et il a un blackout vraiment de ce moment-là où il marquait 2 buts. Ça vaut mieux parce que s'il avait eu conscience de ce qu'il faisait, elle faisait tribune. Je pense que même si la France
Et c'est ce soir-là qu'on a gagné la Coupe du Monde. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, la France, ce soir-là, elle a gagné à l'expérience. On a montré qu'il y a une meilleure équipe en face qui n'avait pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience à ce niveau-là. Ah non. Nous, on en avait une. Et je pense que c'est l'expérience qui a fait qu'on a gagné. Et en fait, on est arrivé le jour de la finale, je peux vous dire, dans les tribunes, on faisait la fête déjà 2 heures avant. Il n'y a eu aucun suspense avant France-Brésil. Il y avait une espèce, c'est jamais arrivé, je crois, de l'histoire de l'équipe de France, une absolue certitude de tout le monde, le staff, les joueurs, nous dans les tribunes, c'était vrai. Tout le monde était convaincu qu'on allait gagner, mais de façon pas prétentieuse. En fait, c'était une forme d'évidence, parce qu'on s'est dit, ce parcours était incroyable, les gens ne croyaient pas en cette équipe de France, mais ce qui s'est passé avec la Croatie, on s'est dit là maintenant, c'est fini, on a gagné. Mais je ne sais pas ce que vous avez senti vous, mais j'ai rarement senti là dans le stade, il y avait un esprit de fête, il n'y a pas eu un moment de stress, pas eu un moment d'angoisse, jamais. On va faire la pause tout de suite parce qu'après on va passer vraiment au match des Bleus dans cette Coupe du Monde. Vous avez des souvenirs, vous avez les larmes aux yeux en repensant, je sais pas, au but de Petit qui scelle le match, ou aux 2 têtes de Zidane, ou alors à Barthez qui fait un arrêt sensationnel à la dernière seconde contre les Croates. Appelez-nous, racontez-nous ça au 0826 300 300. 25 ans après, c'est encore dans toutes nos mémoires. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et on revient 25 ans en arrière avec nos invités, les 25 ans de la première victoire de la France en Coupe du Monde. 12 juillet 98, 3-0 contre le Brésil. Jean-Philippe Bouchard, directeur des éditions Solar Sport, qui couvrait la Coupe du Monde pour France Football. David Garnier, auteur du livre D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous, publié aux éditions de Londres. Et Franck Tapiro, publicitaire et fan de foot. Le premier match, le premier tour, on commence à Marseille contre l'Afrique du Sud, 3-0, tranquille. On bat 4-0 au Stade de France, l'Arabie Saoudite, avec un premier carton rouge en Coupe du Monde pour Zidane. Ensuite, il s'essuie les crampons. Oui, c'est monsieur Brizio Carter, un arbitre mexicain qui l'envoie dehors. Et ensuite, un match tranquille parce qu'on met l'équipe B contre le Danemark. 2-1, une très bonne équipe du Danemark d'ailleurs. Est-ce que ce premier tour vous a convaincu qu'on avait vraiment des chances, ou qu'est-ce que vous en avez pensé tous les trois ? En fait, le premier match, alors c'est une Afrique du Sud qui est quand même pas l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Hein. Je pense que en termes de niveau, c'est probablement une des équipes les plus faibles. Oui. Ça se passe bien, heureusement, mais on n'est pas rassuré pour autant à l'époque. Moi, je me souviens, on ne s'est pas dit ça va être un chemin de rose cette Coupe du Monde. C'est super important parce qu'en gros, ça veut dire que le premier tour va bien se passer, en gros. On sait à peu près que c'est voilà. Mais c'est pas. On sent bien que ça va pas être simple, en fait. On n'est pas. Enfin, moi, personne n'était serein. Alors, les joueurs étaient en mission. Tout ça, c'était ça. Vraiment, ils étaient focus sur la fin. Mais le chemin paraissait encore très long après ce premier tour. David, premier tour. Une fois qu'on gagne le premier, on est déjà plus serein. On gagne le deuxième. Ah oui. Après, moi je me souviens avoir été un peu plus focus sur ce qui allait nous tomber dessus en 8e et à regarder ce qui se passait dans le groupe à côté, qui était un groupe où il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que l'Espagne, de l'Espagne très catalane, hein, très Barça cette année-là, de Javier Clemente, se fait sortir sur un concours de circonstances assez incroyable, parce que le Paraguay, qui ont donc mis des gardiens de prison en défense, il n'y avait rien qui passait, ils font 0-0, 0-0, et derrière, ils ont un match contre le Nigeria qui n'a plus rien à jouer, et l'Espagne... qui pourtant joue à Toulouse, met un 6-1 à je sais plus qui. Donc on se dit, là, on se dit, il se passe un truc incroyable, c'est que l'Espagne qu'on devait choper en 8e, en fait, c'est le Paraguay. Ceux qui ne regardaient pas les matchs du Paraguay pensaient que ce serait simple. Alors que on va y revenir après, mais c'était débouché les mecs derrière. Et puis il y avait le phénomène dans les buts. Qui la verte. Voilà, bah ouais. Vous convaincu après le premier tour, Franck Tapiro? En fait, on oublie le premier match contre l'Afrique du Sud. Il y a eu un événement incroyable. C'est que le premier but a été marqué par le joueur le plus détesté de l'équipe de France de cette époque, c'est Dugarry. Mais rappelez-vous, Dugarry, les gens hurlaient en disant mais qu'est-ce que ce mec fout en équipe de France, il n'a rien à foutre là. Il y en a eu 4 ou 5 comme ça. Hein. Il y a eu Guy Varche, parce que Guy Varche, même s'il était excellent, c'était celui qui était le plus en forme. Malheureusement, il s'est vrillé au dernier entraînement, il s'est vrillé le genou, mais n'a pas osé le remplacer. C'est une vraie histoire, on le sait. Hein. Mais alors, Dugarry, personne ne pensait, une seconde qu'il allait faire même pas un bon match. Et là, c'est lui qui met le premier but, et je me rappelle, il se retourne, il tire la langue en direction des médias pour leur dire les mecs, au lieu de faire un bras d'honneur, je tire la langue en disant vous avez vu que je mérite ma sélection. Moi, c'est ça qui m'a marqué au premier match. Sinon, c'est vrai, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. On a eu une équipe de France moyenne.
avec d'autres équipes moyennes. Mais encore une fois, on sait très bien que la France elle n'est jamais aussi bonne quand elle joue contre des très très bonnes équipes. Oui, et surtout quand elle n'est pas favorite. C'était un des favoris, comme elle joue à l'usine, mais pas un des grands favoris. On passe au 8e de finale. Un but, la première fois dans une Coupe du Monde qu'il y a un but en or. Dans un Euro, c'était arrivé en finale 2 ans plus tôt avec le but en or d'Oliver Bierhoff contre la Tchéquie. Ce match à Lens contre le Paraguay, c'est irrespirable. Les Paraguayens attendent la série de tirs au but et puis finalement... centre de Pires, remise de la tête de Trezeguet. Le lendemain, la une de l'équipe sera un but en or blanc. Bah ouais, parce que, vous avez le nom du buteur. Parce que, voilà. Mais c'est pas or. C'est vrai que c'était un match ouais, irrespirable, c'est vraiment le mot, quoi, parce qu'il se passait rien. Voilà, la France était à la merci du moindre contre en permanence. En même temps, on n'osait pas trop se livrer. On n'avait pas de puissance de feu. Faut se souvenir que quand même, on n'a pas d'attaquant, quoi. Quand même, mais d'ailleurs, la presse anglaise dira après la Coupe du Monde qu'on a été la première équipe à gagner la Coupe du Monde sans attaquant. Bah, c'est vrai. Et donc là, face à une équipe qui fait bloc comme ça, c'était très compliqué. Et c'est vrai que les Paraguayens misaient tout sur leur gardien et qui faisait des séries de comiques dans les buts. Enfin voilà, on attendait une Saïd Chilavert tout le temps. Bon, voilà, mais en fait, ça était complètement tout était déplacé sur ce match-là. Alors pour moi, c'est vraiment pas un match de Coupe du Monde. C'est un truc bizarre, quoi. C'est pas dans la continuité du tournoi. C'est bizarre, mais c'était faux, je sais pas. On n'aurait pas dû être là, quoi. Vous avez rongé vos ongles contre le Paraguay, David Garnier. Enfin, moi, j'avoue que oui, j'en avais plus. Je me suis pas mal ennuyé et j'ai même été un peu traître à la France pendant les prolongues. Je voulais la séance de péno. Moi, je voulais voir Chilavert tirer son péno. Je voulais voir ça. Et à un moment, je me suis dit, putain, on s'emmerde. Voyons du spectacle. Mais bon, quand Blanc marque, évidemment, je suis ravi. Mais voilà, je dois avouer que ce jour-là, et surtout, a posteriori, on se dit, mais on aurait très bien pu sortir. Hein. Je crois qu'il y a 2 occasions et tout. Non, mais si on sort, ce jour-là, je ne sais pas ce que devient derrière l'équipe de France, le foot en France, etc. C'est dramatique. Vraiment, c'est dramatique. Accident industriel. Dramatique. On se comprend, on parle de balle. Alors, perdre en 8e, c'était comme le disait Jean-Philippe, l'accident industriel contre le Paraguay à domicile. Donc voilà. Donc ce match, voilà. Bon, on est passé, point. Voilà. Par contre, la VAR aurait pu changer les choses parce qu'il y a eu un but refusé à la France pour hors-jeu où il n'y avait pas hors-jeu, soit dit en passant. Il n'y a pas eu la VAR et c'était pas plus mal comme ça. Franck Tapiro dans les tribunes de Lens, vous avez souffert 1000 morts. C'est la première fois de ma vie que je souffre autant pour un match dans un stade. Ça m'est jamais arrivé. Les gens étaient dans un état de stress, mais c'était inouï parce qu'en fait, le match, il ne se passait pas grand-chose. Mais oui. Il se passait rien. Et donc, parce qu'il ne se passait pas grand-chose, il pouvait se passer n'importe quoi, comme un but surprise du Paraguay. Tout pouvait arriver. Et je peux vous dire qu'en sortant du match, j'avais autant de courbatures que si j'avais joué le match et les prolongations. J'étais épuisé. Mes frangins, mes copains, on était une vingtaine, on était morts. Et c'est que ce match-là, pareil, on s'est dit, d'habitude, c'est le genre de match qu'on perd. Vous savez, l'opposition pas terrible, on se met dans le rythme. Rappelez-vous, on s'est mis au rythme des Paraguayens. Oui. On les a pas percutés. Chilavert était dans un jour face. Et Lens, c'était le stade des derniers matchs de préparation avant la Coupe du Monde où ça avait été vraiment médiocre. Et on était replongé là-dedans. Et Zidane ne jouait pas parce qu'il était suspendu suite à son carton rouge. On n'avait pas de meneur de jeu à titrer. Alors ça il y a une chaleur de dingue, c'était pesant. C'était horrible. C'est le pire souvenir que j'ai dans un stade. Mais c'était l'anniversaire de Fabien Barthès, il fêtait ses 26 ans et là on aurait perdu, il l'aurait pas fêté à mon avis le soir, soit dit en passant. Non. On se qualifie et là c'est l'Italie au Stade de France en quart de finale. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est 2 équipes italiennes l'une en face de l'autre, parce que quand on voit les compos en équipe de France, Thuram joue en Italie, De Sailly joue en Italie, je crois que Blanc joue en Italie, il a l'Inter à l'époque, j'en suis pas certain. Deschamps, non, il est à Marseille à l'époque. Il est à Marseille. Ouais. Alors, Deschamps joue en Italie, Zidane joue en Italie. Henry a joué en Italie, même pas très longtemps, je l'avais compté. Est-ce que c'est pas 2 matchs, c'est les Italiens contre les Italiens? C'est des coéquipiers, ils se connaissent par cœur. Oui. Et ce qui va expliquer d'ailleurs la séance de tir. C'est un peu comme Zidane en 2006 qui dit je tire comme ça parce que l'autre me connaît. Ce qui change par contre par rapport au Paraguay, c'est qu'on change de dimension. Là, on change de niveau, on change d'opposition, ça devient vraiment sérieux. Là, c'est un match de Coupe du Monde et la France est au niveau. Et la France est au niveau quand même. Là, pour la première fois, on voit une grosse équipe. Voilà. Un gros match. C'est un match. Je suis d'accord. Oui, Franck, un match de tacticien. Un match énorme au niveau tactique. Oui, mais c'est le premier beau match de cette Coupe du Monde pour les Bleus, ça c'est clair. Mais n'oublions pas qu'il y a eu un énorme miracle. Et j'ose employer le mot miracle, parce que Dieu sait s'il y a eu des miracles dans l'histoire du football, avec
la tête de Pelé contre l'Angleterre qui est sortie de façon miraculeuse par le gardien. On ne sait même pas comment il s'est disloqué l'épaule par Gordon Banks. Mais là, il y a un autre miracle, c'est le tir de Biagio à la 35 mètres qui rentre dans la lucarne. Quand je dis qu'il rentre dans la lucarne, c'est que Fabien, bon, moi tout le monde l'a vu dans la lucarne, Fabien regarde la balle, il sait qu'il y a but. Aimé Jacquet, il se cache à un moment parce qu'on sait qu'il y a but, et la balle tourne, on ralentit sa mourir derrière. Elle tourne comme ça devant le but et elle sort miraculeusement. Je ne sais pas qui a soufflé très fort à ce moment-là, mais c'est un but qui a été effacé. C'était en prolongation, c'était un but en or au cas où. Exactement. Ça. Et le deuxième fait très très drôle, c'est que, et je lui ai posé la question, et c'est vrai, quand il y a eu le dernier penalty italien qui tire sur la barre, oui. Fabien n'avait pas compté. Di Biagio de mémoire. Et Fabien regardait bien en faisant genre c'est fini, il n'avait pas vu que c'était le dernier, mais tellement il était concentré. Et j'ai adoré ce moment parce que c'est quelques secondes où il réalise qu'en fait c'était le dernier. Ça, j'ai adoré. Allez-y. Pour moi, c'est une équipe d'Italie solide parce que comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, nous on n'avait pas vraiment d'attaque. Eux, c'était l'équipe Maldini avec en défense il y avait Fiston Maldini, il y avait Bergomi, Costa Curta, il devait déjà y avoir Cannavaro. C'est quand même du lourd, donc on s'attendait pas à avoir un 6-5 à l'arrivée. On s'attendait pas à avoir un 6. On savait qu'il y aurait pas. S'il y avait un but, il n'y en aurait qu'un. Il y en a pas eu. Bon, on s'en sort au péno, voilà. Mais j'avais prévu. Mais avant, on les gagnait pas les séances de péno, donc c'est un progrès dans la progression d'une équipe. On avait gagné contre le Brésil en 86 et les Pays-Bas en 96. On a perdu. Je parlais 2016, on le prend pas, etc. Donc, voilà. Soyez sympathiques, on n'est pas si loin du 18 décembre 98. Ne parlez plus de séance de tir au but dans le studio de Sud Radio. Justement, j'avais prévu une question là-dessus et Franck Tapiro l'a dit. Quand en prolongation, Baggio frappe, Thuram court vers le poteau, se prend la tête dans les mains, Barthès regarde le poteau, pense qu'elle va rentrer. Est-ce que vous vous êtes pas dit, pour une fois, on a peut-être les dieux du football qui sont avec nous? Mais oui, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé. On s'est dit, ça y est, le signe indien, enfin, joue pour nous. Et moi, c'est ce jour-là que je me suis dit, mais surtout quand on le revoit. Moi, j'ai pas ces souvenirs-là parce que pour moi, c'est un peu des reconstructions a posteriori parce que sur le moment, on n'a pas le temps. Sur le moment, on fait ouais, voilà, super, et puis ça repart. En fait, immédiatement après, on se dit pas c'est bon, les dieux du, enfin, le match il est pas fini. C'était pas mystique, c'est pour ça. Ouais, Franck l'aime beaucoup. Mais parce qu'on connaît pas la fin. Si effectivement ce but n'est pas là, mais qu'on perd, là, on n'en reparle plus. De toute façon, ou s'il y a un but derrière. Donc en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est génial les matchs de foot, c'est que à tout moment, la finale de l'Euro, on peut se prendre un but et puis deux minutes après on marque. Voilà. C'est ça. Et puis si on est italien, on le vit. On raconte l'histoire exactement à l'envers. Donc en fait, non, sur le moment, on est trop dans le match. Après, oui, on se dit, les dieux, c'est ça, il y avait quelqu'un qui a poussé le ballon. Mais je sais pas, moi, en 82, la frappe d'Amoros sur la barre à la dernière seconde. Là, pour la première fois. On a dit qu'on faisait pas les traumas de jeunesse et d'enfance dans cette émission. On peut pas. Est-ce que là, c'est pas pour la première fois la tartine qui retombe du bon côté? La tartine retombe côté tartine et pas côté confiture. Voilà, très bien. Mais c'est vrai que sur le coup, on se le dit pas. Ça, c'est parce que. Sur le coup, on reprend un coup de pinard en se disant. Non, mais ça, c'est parce qu'il y a Jacquet, son staff. Et son staff, on oublie souvent le staff. Mais Jacquet, il a construit vraiment un groupe. À l'époque, c'était pas souvent d'avoir des gens aussi soudés. Il y a des entraîneurs à chaque fois, les Bergerot, tout ça, c'est vraiment des gars solides qui sont là. Il y avait Bergerot qui était dans les gardiens aux Coupes du Monde 86 et Euro 84. Bref, ils sont en mission. Ils ont une mission. Un an à peine il est nommé, Jacquet, la France obtient la Coupe du Monde et d'un coup il a un objectif, gagner la Coupe du Monde. Et donc en fait, quand ça passe au Paraguay, à chaque match, c'est pas fini. Ça sera fini quand ils auront gagné la finale. C'est ça son objectif. Alors personne n'y croyait parce que ça jouait pas bien, c'est vrai. Mais eux, moi j'ai vraiment vécu avec eux pendant 4-5 ans. Ils n'ont jamais dérogé à ça, jamais. Oui. Ils étaient en mission. Vous êtes d'accord avec ça? Ils étaient en mission? Complètement. Moi, pour les avoir vus souvent, comme Fabien Barthès, que j'avais souvent au téléphone, il n'y avait pas de doute chez eux. En fait, ce n'est pas une question de doute ou de prétention ou d'humilité. C'est le mot. En mission, c'est ça. Ils étaient là, ils avaient un job à faire. Le groupe s'est exprimé plus que l'équipe et que la technique et que la tactique. Ils se sont dit, on perd ensemble, on gagne ensemble, on va faire un groupe qui s'entend bien parce que les égos, ça passe mal en France. Et c'est vrai qu'on a tendance à bader les égos, à les mettre toujours un petit peu au-dessus. On n'a jamais su gérer les égos et les stars en France. Jamais. Sauf dans les sports individuels parce qu'il n'y a qu'un mec à gérer. Dans un sport collectif, c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi même dans le rugby qui arrive,
on a une méga star mondiale, mais qu'on arrive à très très bien gérer, c'est Dupont, c'est le meilleur joueur du monde, et regardez comme il est complètement fondu dans la masse. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est la Coupe du Monde de 98 qui a montré qu'une grande équipe de France, à l'instar déjà du handball, parce qu'on oublie que la plus grande équipe de tous les temps en sport collectif dans le monde, c'est notre équipe de France de handball. Elle a tout gagné partout, tout le temps. Mais c'était ça pour moi le modèle. C'était de très grandes stars, mais complètement moulées dans un collectif qui se défendait à la vie et à la mort. Et pour moi, c'est le modèle du handball qui a, à chaque fois qu'il s'est propagé ou dans le foot ou on l'espère dans le rugby, a donné de très très bons résultats pour l'équipe de France. Oui, David Garnier. Je trouve que c'est un peu la belle histoire aussi. Il se trouve qu'on n'avait pas non plus à l'époque, puisque Zidane, c'est pas le Zidane de 2006, le Zidane de 98, attention, il fait une finale qu'on a vue, mais attention. Et maintenant, de dire oui, c'est l'équipe, c'est être soudé, etc., on n'aurait pas craché sur un Maradona de 86 pour nous emmener plus facilement jusqu'au bout non plus. Donc, ou un Platini de 84. Alors, il se trouve qu'on n'avait pas ce mec-là et que, je sais pas, Jacquet, son staff, c'est vous qui les connaissiez, moi je les connaissais pas, cette histoire de mission à laquelle je crois complètement. Mais bon, il se trouve qu'on n'avait pas, si on voulait réussir, ça n'était que comme ça. On n'avait pas le choix. Et ça a été une réussite de ce côté-là, c'est sûr. Ouais. Ça a été une réussite de ce côté-là. On a évoqué déjà la demi-finale face à la Croatie. On reviendra peut-être dessus très brièvement parce qu'après on va parler de la finale. Ou si vous voulez réagir, on vous attend au 0826 300 300. Là, la tension monte, les crampons sont affûtés. On se prépare à rentrer face à, Ronaldo, Aldaïr, Junior Baiano, Tafarel. Ça laisse rêver. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Ah, que de bons souvenirs. C'était il y a 25 ans, 12 juillet 98, la France gagnait la Coupe du Monde. On est avec Jean-Philippe Bouchard, directeur des éditions Solar Sport, qui couvrait la Coupe du Monde 98 pour France Football. David Garnier, auteur du livre D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous, publié aux éditions de Londres. Et Franck Tapiro, publicitaire et fan de foot, ça réagit au 0826 300 300, direction l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sud Radio, bonjour. Ah, ça nous rajeunit, hein. Un petit peu. Quel souvenir vous gardez 25 ans après? Alors, le premier souvenir, c'est... socialement parlant, c'était cette explosion de joie, cette explosion socialement parlant qu'il y a eu effectivement le soir de cette victoire. Mais je voulais quand même, parce que il faut pas non plus avoir une mémoire un petit peu... Est-ce que vous ne croyez pas, et je pose cette question à vos invités, est-ce que vous... Bien sûr, c'est l'équipe de France qui a gagné. Est-ce que vous ne pensez pas effectivement que le plus grand vainqueur de cette Coupe du Monde, c'est le sélectionneur? Je m'explique. Et je vous pose une deuxième question. Je pense qu'Aimé Jacquet, il est venu de nulle part. Et d'ailleurs, il y a eu des réponses que vous avez faites, et j'étais d'accord avec vous. On ne l'attendait pas, on n'y a pas cru. Mais est-ce que dans ses propos, dans sa gestion du groupe, parce que je vous rappelle quand même qu'à cette époque-là, on avait quand même des gens qui avaient des égos un peu surdimensionnés. On avait de grands joueurs. Mais c'est pas sûr qu'ils s'entendaient, forcément. Alors, est-ce qu'Aimé Jacquet, de par son discours, de par la gestion de son groupe, n'a pas fait en sorte une certaine homogénéité? Et deuxième question, je rebondis un petit peu, est-ce que vous ne pensez pas qu'Aimé Jacquet a lancé un petit peu une nouvelle, je dirais, une nouvelle gestion de groupe, une nouvelle façon de parler aux joueurs sélectionnés de l'équipe de France? Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude de l'Essonne. Très court, chacun une réaction courte. Très bonne remarque de Jean-Claude, puisque il y a une chose dont on peut se souvenir, c'est que Jacquet, il a inauguré ce qui est maintenant devenu la norme dans les sélections, les présélectionnés. Les fameux 6 dont faisait partie Anelka, qui sont venus à Clairefontaine et qui sont partis dans la nuit parce qu'ils ne sont pas restés dans les 22. Ils étaient 22 à l'époque et pas 23. Mais bref, mais ça c'était. Alors qu'est-ce qui s'est fait critiquer là-dessus, Jacquet, il s'est fait allumer. Mais finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est courant. Voilà, c'est courant et c'est pas un drame pour ceux qui n'en sont pas, parce que même certains sont rappelés en cours de compétition. Mais c'est lui qui a inauguré ça, et c'est vraiment lui qui a inauguré. Enfin, ça a été tout son discours, la notion de groupe. La notion de groupe importante, Jacquet, c'est lui le grand vainqueur. Moi, j'ai pas eu cette impression. Je trouve que les yeux dans les bleus ont fait beaucoup plus pour Jacquet que n'importe quoi sur le terrain, que ce fameux discours à la mi-temps de France-Croatie. On a l'impression que c'est le fils de Churchill et d'Al Pacino dans l'Enfer du dimanche. C'était le truc du siècle. Alors que bon, est-ce que ça a vraiment eu un impact? Et contrairement à ce que disait l'auditeur par rapport à cette liesse populaire, etc., qui est quelque chose de formidable, moi je pense qu'il y a des mots qu'on a oubliés de projeter sur l'Arc de Triomphe. Parce que pour moi, c'est ça une des vraies raisons de cette victoire en Coupe du Monde, c'est grazie calcio.
parce que et comme disait Arrigo Sacchi qui a dit on a créé un monstre, on a eu une nouvelle culture du football dans cette équipe avec les 10 joueurs qui jouent en Italie, des 10 joueurs qui jouent en Italie. Et c'est ça qui pour moi a apporté énormément à ce groupe, à cet état d'esprit et à cette équipe de France, plus que les discours d'Aimé Jacquet. Arrigo Sacchi qui entraînait l'Italie, finaliste 4 ans plus tôt d'ailleurs, faut-il le rappeler. Franck Tapiro, rapidement parce qu'on a d'autres appels. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les œufs dans les bleus ont été une nouvelle victoire de l'équipe de France, celle d'Aimé Jacquet, bien sûr. Parce que 100% des gens qui critiquaient Aimé Jacquet se sont retrouvés comme des cons à la fin des œufs dans les bleus. Parce qu'on a vu que ce type-là avait à la fois le discours, il avait la poigne, il avait la vision, une vraie vision. Parce que c'est facile de tout se raconter, mais quand on voit finalement un reportage qui a duré pendant toute la Coupe du Monde, on voyait que ce mec, il avait déjà tout vu, tout anticipé. Il avait les bons mots au bon moment. Donc pour moi, oui, évidemment, cette Coupe du Monde, il la doit. Ça s'appelle le montage aussi. Et ensuite, pardon ? Ça peut être aussi un bon montage, Franck. Non, c'est parce que tu peux pas faire un montage et inventer les dialogues. Et là, tous les mots d'Aimé Jacquet étaient totalement dans l'axe, totalement dans le contexte. On était dans l'Essonne, on part dans les Pyrénées-Orientales. Oui, il doit y avoir du monde là-bas en ce moment. Argelès-sur-Mer, bonjour, Victor. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Moi, je voudrais tempérer l'enthousiasme de vos invités. Certes, les Bleus ont été champions du monde et j'en suis très heureux. Mais il faut se rappeler qu'en 8e de finale, le Paraguay, qui était, je crois, 95 ou 96e club mondial, enfin au classement mondial, but en or de Laurent Blanc, contre l'Italie en quart de finale, Di Baggio rate son péno, sinon s'il le marque, on rentre à la maison. Ah non, on était à égalité, il y avait le finish dans ces cas-là, c'était 1 contre 1. Oui. Bon, Ah, il y a un problème de liaison. Victor ? Oui. Allô ? Oui, c'est bon. On est mené 1-0 contre la Croatie et Thuram, qui n'a jamais marqué en équipe de France, plante 2 buts venus d'ailleurs. Et au final, le Brésil, Romario absent, Ronaldo qui n'est que l'ombre de lui-même, on sait pourquoi. Donc moi, personnellement, je suis très content que les Français aient gagné, c'est pas la question, mais c'était un véritable coup de bol. Mais il est vrai qu'il en faut surtout en football. Alors, on va faire réagir nos invités. Il reste même pas 4 minutes. Est-ce que c'est tant un coup de bol que ça quand on voit qu'on gagne l'Euro 2000 2 ans plus tard ? Alors c'est ça en fait le truc, c'est que bonne question, Victor. C'est que oui, il faut de la chance pour gagner en football. Une grande compétition. Voilà. Si les crampons de Koulibaly avaient fait un demi-centimètre de plus, la France est championne du monde en 2022. Donc il faut de la chance. Il y a une part d'aléatoire dans ce sport, c'est ce qui fait qu'il est populaire. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi à partir de 96 et cette mission dont je parlais tout à l'heure, la pièce, elle tombe toujours du bon côté. Voilà. Systématiquement, pendant 4 ans quasiment, la France va gagner ses matchs, va toujours avoir la chance avec elle. Voilà. Donc y compris à l'Euro 2000. Voilà, y compris à l'Euro 2000. Parce Raoul qui rate un pénalty à la dernière minute en quart. Pourquoi sûrement parce qu'il y a ce groupe, ce supplément d'âme, les mecs lâchent pas, les mecs y croient, enfin voilà. Et ceux qui n'y croient pas ou qui sont pas tout à fait dans le game, typiquement Bernard Lama, ont l'intelligence de se mettre en retrait et de ne pas perturber l'ensemble. Alors puisque c'est le dernier mot, moi je voulais juste dire un mot sur la finale, ce France-Brésil, parce qu'il y a 2 joueurs qui méritent vraiment qu'on s'attarde un petit peu sur eux, parce que c'est pas eux qu'on a mis forcément le plus en avant. C'est Franck Leboeuf qui se retrouve en finale alors qu'il a rien demandé à personne, suite à l'expulsion qui se prend des tombereaux de Gadou parce que soi-disant il aurait souri au moment où Blanc se fait expulser en comprenant qu'il allait jouer, etc. Un mec qui avait fait une saison exceptionnelle à Chelsea et qui fait une finale parfaite. Et le deuxième qui finit avec une charnière centrale avec Petit suite à l'expulsion de Sailly. Petit qui est pas un défenseur central, ils ont jamais joué ensemble. Petit, j'y viens. Petit, son 3e but me fait tellement plaisir parce que déjà entre la remontée de Dugarry, on en parlait, qui est magnifique, ça passe à Vieira qui lui met quasi à l'aveugle comme ça. Et Petit, c'est peut-être le meilleur Français de la Coupe du Monde. Je sais plus qui. Je crois que c'est voilà. Il a été fabuleux. Petit et Leboeuf sur cette finale. Voilà, c'était un petit mot que je voulais faire. Franck Tapiro, vous êtes d'accord avec Victor qui dit qu'on a eu beaucoup de chance? Non, mais pas du tout d'accord, monsieur. Ça s'appelle, ce que vous venez de dire, ça s'appelle le football. Et pas que pour la France, c'est le foot. Le foot, c'est ça. C'est un coup de la chance, un coup de la pas de chance. Mais il y a un truc qui prédomine, c'est le mental. Je peux vous dire que pendant des années, en France, on avait peut-être les meilleures équipes, même Saint-Étienne. Remontons même à l'époque, pourquoi on ne gagnait pas? On n'avait pas des mentales de gagneurs, de gagnants. Là, pour une fois, en 98, on a inauguré quelque chose. Du début à la fin, on est rentré dans les matchs avec la niaque de gagnants. Et ça, oui, c'est vrai, on le doit un peu au football italien. Oui, c'est vrai, on le doit à des grands joueurs comme Deschamps, comme Zizou,
qui n'ont pas d'autre option, c'est gagner ou gagner. Et Aimé Jacquet, qui passait pour un mec léger et un loser, a montré exactement l'inverse dans tous ses discours. Il était là pour gagner, pour marcher sur l'adversaire. Et même quand on gagne avec un but d'écart, avec un peu de chance, c'est ça le football. Franck, il nous reste même pas une minute. Je vais vous poser une question pour réponse très courte à tous les trois. Pour vous, quelle est la plus grande équipe de France de l'histoire? Jean-Philippe Bouchard. Moi, je pense que c'est celle qui a suivi, enfin presque la même dans la continuité, celle de l'Euro 2000. Ouais, non, moi, c'est 86. C'est le cœur qui parle. Hein. Je rentre même pas dans les tactiques. Les joueurs, c'est 86. Et pour vous, Franck Tapiro? De très très loin, celle de 82. Je n'ai jamais compris comment celle de 82 n'a pas fini championne du monde. Parce que je peux vous dire que contre l'Italie, je suis persuadé qu'on aurait gagné. Voilà. Oh là là. On pourra parfaire l'histoire. Mais Bon, de très écoutez, loin, l'an prochain, ça fera 40 ans qu'on a perdu à Séville. Je vous donne rendez-vous à tous les trois pour refaire un débat. On n'était pas nés. Vous mentez. Est-ce que la France aurait pu gagner la Coupe du Monde en 82? Merci à tous les trois. Jean-Philippe Bouchard, directeur des éditions Solar Sport, qui couvrait la Coupe du Monde 98 pour France Football. David Garnier, auteur de D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous, publié aux éditions de Londres. Franck Tapiro, publicitaire et fan de football. On a parlé d'orgasme footballistique. Tout de suite, on va parler d'orgasme tout court avec Brigitte Lahaye.